Les conclusions du rapport de l'inspection générale de finances publié le 15 février dernier et sur les contrats chinois ont rencontré dans une certaine mesure les analyses du professeur d'économie publique et industrielle John Ekina Bongongo Piatidi et sur le partenariat conclu dans les secteurs miniers à travers la formule des joint ventures, partenariat gagnant-gagnant. Dans ces analyses, le professeur John Ekina Bongongo, consultant en joint venture, avait démontré que les contrats et ou accords de partenariat conclus entre la GECAMIN et ses partenaires étrangers étaient mal négociés. Selon lui, ces contrats étaient penchés d'un seul côté, favorisant ainsi les investisseurs étrangers au détriment de partenaires locaux. Le contrat, au fait, était mal négocié. Vous avez annoncé l'émission en épinglant le code minier. Le code minier de 2002 et on a un nouveau code minier depuis 2018. Si vous voyez très bien, le soubassement de la joint venture était le fait du code minier. Le code minier avait mis un cadre juridique pour assurer l'attrait des investisseurs étrangers. Et dans ce code minier, on a remarqué des déséquilibres criants. Je vous prends un exemple. Le pas de porte, le royalty, le redevance, si je ne peux prendre que le redevance, cela était fixé à 2%. Donc, si vous réalisez les activités industrielles au niveau de la GECAMIN, dans ces mining-là, vous ne pouvez payer que 2% de chiffre d'affaires. Et cela a un peu pénalisé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la joint venture. Il y a eu aussi d'autres mots qui rongent. C'est par exemple le pas de porte. Les pas de porte, ce sont des sommes qu'on paye lorsqu'on veut entrer dans une activité minière et autres. Mais le pas de porte là n'était pas signalé au départ. On a fonctionné comme ça. C'est plus tard qu'on a découvert qu'il fallait payer le pas de porte. Même alors, ces pas de porte ne pas payer en bonne et due forme. Donc, un contrat totalement penché d'un seul côté, c'est-à-dire favoriser les investisseurs étrangers au détriment des partenaires locaux. Manque de transparence. Vous allez voir que pour commencer une joint venture, on demande à ce qu'il y ait les études de faisabilité. Mais on a constaté que certains joint ventures ont fonctionné sans pour autant réaliser cette étude. Or, dans cette étape-là d'étude de faisabilité, on décrit tout, les différentes parts, ce qu'on va gagner, ce qu'on va céder, ainsi de suite. Donc, nous étions totalement mal partis avec cet ancien code minier qu'on a tant décrié. Et vous avez vu qu'à la fin de 2018, on a mis en place un nouveau code minier qui a essayé un peu de corriger, n'est-ce pas, les dérives totalitaires qu'on a constaté dans ces secteurs. Mettant en exergue les prouesses du contrôle de l'IGF, le professeur John Ekina Bongongo a laissé entendre que les missions de l'IGF et sa manière de fonctionner résultent de la volonté du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinghetti, l'inspecteur général de son État, sentinelle de la République. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités
en rapport avec le déploiement de ces agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, mais il est dans le contrôle a priori et concomitant. C'est un peu ça, on ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer le verrou, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent, l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser, mais c'est parce que le mal était trop profond. Ouais. Ça, c'est un élément de dissuasion. Parmi ces multiples interventions, le professeur John Ekina Bongongo avait donné son point de vue concernant la montée vertigineuse des ressources ou recettes fiscales ainsi que parafiscales pour les comptes du Trésor public. Ce faisant, le professeur d'économie publique et industrielle, John Ekina Bongongo, avait fait savoir que ces exploits étaient principalement l'œuvre du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui s'était évertué à découvrir et déterminer une bagatelle somme d'impôts super profit à la hauteur de 870 millions de dollars américains que la DGI était tenue mordicus à recouvrer. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, nous avons suivi la manière dont il est en train de piloter ces ministères-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est le super profit. Quand je fais mes analyses, j'ai toujours évoqué les super profits. Parce que les super profits, c'est l'une des dispositions du code minier. Les codes miniers révisés, les codes miniers actuels. Parce que l'ancien code minier, on ne parlait pas de super profit. Et super profit, c'est lorsque vous allez au-delà de ce qui a été prévu. Il y a un seuil de bénéfices. Lorsque vous excédez ce seuil-là, l'écart doit être fiscalisé. Et cela, c'est de l'ordre de 50%. Alors, comment on arrive à cet impôt-là, super profit? Au niveau international, il y a l'évolution de cours de nos matières. Et lorsque cela nous est favorable, parce qu'en économie, on dit que nous sommes des économies comme on appelle price taker, c'est-à-dire que nous prenons le prix tel que cela se présente sur le marché. Tandis que les grandes, disons, nations sont considérées comme des price makers. Mais les cours des matières
lorsque ça évolue dans le sens de l'augmentation, augmentation en exponentielle, comme nous constatons maintenant, cela crée des profits supplétifs. Maintenant, le législateur a trouvé que non, il faut demander à ce que lorsqu'on va au-delà d'un certain seuil, qu'on puisse payer le super profit. Et vous avez vu qu'il faut recouvrir au moins 870 millions, je peux même arrondir 880 millions de dollars américains pour le super profit. Quand nous étions en train d'expliquer à la télévision, il faut faire très attention parce qu'on a sonné un peu, disons, on a essayé d'alerter l'opinion que non, attention, les super profits doivent être payés dans la mesure où le comportement de nos matières premières à l'étranger était devenu alléchant. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça corrobore avec ce que nous avons dit et ça ne peut que me réjouir. Invité dans une conférence organisée par l'Initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo, en sigle ITIE-RDC, à l'Université protestante au Congo, relative à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention des collaborations ou coopérations pour le développement d'un projet minier et celui d'infrastructure en RDC dénommé contrat chinois et ou projet SICOMINE, le professeur John Ekina Bongongo, en tant qu'expert, avait fait des analyses pertinentes sur les projets en question. C'est pas la première fois qu'on signe des contrats. SICOMINE, c'est la dernière génération. Parce que quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai trouvé que c'était la dernière génération. Il y a eu Teke Fungurume. On a commencé d'abord par Teke Fungurume. À l'époque du président Mobutu, en 1996, c'était 55-45. Et les choses étaient claires. Il y a beaucoup de contrats où au moins on fait d'abord l'évaluation de l'actif. Notre apport, c'est le patrimoine industriel. Notre apport, c'est le patrimoine minier. Donc, il n'y a pas que le sous-sol, il y a aussi la carcasse industrielle de tout ça, les usines qui se trouvent là-bas. On évalue, on dit, bon, nous, voilà ce que nous apportons en nature, vous en numérique et on fait la part de choses. La sociétaire aussi, parce que moi j'ai travaillé aussi sur la sociétaire, c'était toujours comme ça. Donc, quand les choses ne sont pas claires, on doit les dire. Avant l'ITIE, nous avions eu des travaux de revisitation, tout ça. Donc, on a travaillé sérieusement. L'ITIE n'est pas là pour proposer la diversification. Mais cette année, le ministre de l'Industrie m'a invité comme professeur d'économie industrielle. On a présenté un plan directeur d'industrialisation. On a mis en place les mécanismes de la redéfinition de la vision de la GECAMI. La GECAMI doit s'industrialiser. Parce qu'au moment où nous vous parlons, la GECAMI n'est pas une industrie, au vrai sens du terme. La GECAMI ne fait que de l'extraction. Mais il y a le plan d'industrialisation qui voudrait que la GECAMI puisse s'industrialiser, c'est-à-dire commencer à transformer localement. Même le chef de l'État l'a dit, les batteries vont être fabriquées ici, tous nous suivons à la télévision. Donc ça, c'est déjà le ministère de l'Industrie sectoriel qui s'en occupe pour la diversification, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'ITE, pour ce qui est du secteur minier, les fonds de la diversification proviendront d'autres secteurs, par exemple industrie, par exemple économie, ainsi de suite. Donc, on travaille en synergie. Ce n'est pas qu'il y a qu'un secteur qui fera tout, tout. Donc, ça, vous avez raison, mais suivez-moi à la fin ici, je vous donne les liens et entrez et revisitez. Bon, normalement, les scientifiques au Congo ne sont pas considérés, ne sont pas intéressés lorsque on prend de telles décisions. Parce qu'il y a des cabinets d'études, il y a des chercheurs indépendants,
Mais souvent, le tout se fait au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement. Les gens qui sont au gouvernement vont signer ce genre de partenariat. C'est un peu la configuration de choses dans ces secteurs. Je parle de manière tout à fait légale, officielle, où il y a un appel d'offres. On fait appel à qui? Aux spécialistes des joint ventures. Et ils sont nombreux pour que nous puissions mettre la main dans la pâte. Et je parie que ce sont des choses qu'on doit nécessairement corriger. Parce que si nous entrons en joint venture, il doit y avoir la prospection, l'exploration. Vous allez voir qu'il n'y a que les partenaires étrangers qui le font. Et quand ils doivent le faire, il y a tout le moyen à leur disposition pour, n'est-ce pas, donner des valeurs qui ne nous arrangent pas. C'est-à-dire, au lieu de mettre des valeurs réelles, on essaye d'évaluer, on essaye de présenter les chiffres qui ne nous profitent pas. Or, dans ces pays, il y a des facultés de polytechnique où on forme des ingénieurs de mines, où on forme des métallurgistes. Alors, moi, j'aurais aimé que, de manière tout à fait officielle, une part importante soit réservée, n'est-ce pas, aux scientifiques, lorsque on est en train de signer des contrats de grande envergure tels que la joint venture. Au regard de ce qui précède et comme vous avez pu vous rendre compte, les analyses faites il y a belle lurette par le professeur John Ekina Bongongo Piatidi, économiste et consultant en joint venture, restent toujours d'actualité. Il est donc appelé aux décideurs de les capitaliser et d'en faire œuvre utile pour les besoins de la cause, à savoir partenariat véritablement plus que gagnant-gagnant.